Nous étions à la fête organisée pour le 8e anniversaire de ma fille, au bord de la piscine. Mon frère est passé devant sa nouvelle pinata en forme de sirène, l'a arrachée avec la main et a dit « Oups, c'était un accident ». Ma fille a fixé les bonbons éparpillés dans la terre. J'ai pris sa montre connectée à 950 €, je l'ai lâchée dans la piscine, et j'ai dit « Oups, c'était un accident ». La pinata a percuté les dalles de pierre, avant même que quiconque ne puisse bouger. Elle a atterri face contre terre. Le papier de soie turquoise s'est déchiré sous l'impact, dispersant les bonbons sur le patio, et dans la terre, près du parterre de fleurs. 22 morceaux de chocolat emballés, et 11 sachets de poisson en gélatine, que ma femme Simone avait triés par couleur la veille au soir. Roulant sur le sol, tandis que 14 enfants en maillot de bain, figés en plein mouvement, fixaient ce désordre vif et éparpillé, comme si quelque chose venait de mourir. Ma fille Lily se tenait à 2 mètres de la sirène tombée. Elle tenait le bâton en bois que nous avions peint en or pour elle. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste baissé les yeux vers le papier turquoise déchiré, et les bonbons dans la terre. Ses lèvres se sont pincées, de la façon dont elles le font quand elle essaie très fort d'empêcher quelque chose de s'échapper de sa poitrine. Elle avait 8 ans ce jour-là. Elle parlait de cette pinata depuis 3 semaines. Elle lui avait donné un nom. Elle l'appelait Pearl. Mon frère, Beau, se tenait à côté du chêne, la main toujours en l'air, à l'endroit où il avait arraché la corde de la branche. Il souriait à pleines dents. Il a baissé les yeux sur les dégâts, a haussé les épaules, et a dit « Oups, c'était un accident ». Ce n'était pas un accident. Rien de ce que fait Beau n'est un accident. Mais j'y reviendrai. J'ai marché jusqu'à l'endroit où se tenait Beau. Il avait le poignet gauche tendu, comme il le fait toujours. Incliné de façon à ce que le soleil accroche le cadran de sa montre connectée à 950 €. Celle que notre mère, Jolène, lui avait achetée pour son anniversaire, 4 mois plus tôt. L'écran était lumineux. Le bracelet en titane accrochait la lumière. Il était déjà en train de taper quelque chose dessus quand je suis arrivé à sa hauteur. J'ai déclipsé le bracelet. Il a levé les yeux. J'ai tenu la montre au-dessus de la partie profonde de la piscine. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai ouvert les doigts. La montre a heurté la margelle en pierre avec un craquement sec, qui a fendu l'écran, puis elle a basculé dans le vide, et est tombée dans la partie profonde. Elle a coulé jusqu'au fond bleu, et s'est posée contre la grille de la bonde. Je l'ai regardée et j'ai dit « Oups, c'était un accident ». 14 parents et 22 enfants ont regardé. Personne n'a parlé. Le visage de Beau est passé de la confusion à l'incrédulité, puis à une nuance de rouge que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Sa petite amie, Tara, qui était assise sur une chaise longue avec son téléphone à la main, l'a posé pour la première fois en 2 heures. Beau a fait un pas vers moi. C'était 950 €. Pearl, c'était 3 week-ends, ai-je répondu. Reparle-moi de coup, pour voir. Il a regardé Jolène, qui se tenait près de la glacière, avec un gobelet en plastique rempli de limonade. Elle m'a regardé, de la même façon dont elle m'a regardé toute ma vie, dès que je cessais d'être accommodant. Pas en colère, ni déçu. Comme si j'avais rompu un accord que je n'avais jamais signé. « Cad, tu dois te calmer », a dit Jolène. Il ne l'a pas fait exprès. Il passait par là, et la corde a glissé. La corde avait un triple nœud, maman. Je l'ai noué moi-même. Jolène a pincé les lèvres. Elle s'est tournée vers Beau, et lui a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Beau a secoué la tête, a regardé la piscine une dernière fois, et s'est dirigé vers sa voiture. Tara a suivi. La fête a continué, sur un ton plus calme. Les parents échangeaient des regards, et les enfants chuchotaient près de la table des collations, mais l'ambiance avait changé. Simone a ramassé la sirène tombée, et l'a tenue contre sa hanche. Lily a marché jusqu'à l'endroit où la pinata avait atterri, et a ramassé une seule chose dans la terre, la queue en papier déchiré, turquoise et or, froissée par la chute, maculée de terre. Elle l'a portée à l'intérieur, sans un mot. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pas à cause de la montre, mais à cause de ce que j'ai découvert après la fin de la fête. Je m'appelle Cad. J'ai 34 ans. Je travaille comme estimateur de coûts judiciaires, pour une entreprise de construction commerciale, dans l'Est de l'État. Mon travail consiste à calculer le coût réel des dommages. Quand un bâtiment est inondé, quand un incendie ravage un entrepôt,
quand un entrepreneur rogne sur les coups des fondations. Je suis celui qui marche à travers les décombres avec un porte-bloc, et qui met un chiffre sur tout ce qui a été perdu. J'évalue, je documente, je calcule. Je ne devine pas, je n'arrondis pas. Dans mon métier, chaque euro est justifié par un document. Et chaque document raconte une histoire, que quelqu'un veut voir dévoilée, ou bien enterrée. Ma femme, Simone, est professeure d'art plastique en école primaire. Elle gagne 29 400 € par an avant impôt. Elle peint des fresques murales le week-end, pour avoir un revenu supplémentaire. Elle a construit la Pinata Sirène de Lily, sur 3 week-ends, à notre table de cuisine. Avec des bandes de papier journal, de la colle de blé, de la peinture acrylique turquoise et or. Et un ensemble de nageoires de loisirs créatifs, qu'elle a découpées dans du carton, et recouvertes de paillettes. Cela lui a pris 19 heures. Elle m'a donné le chiffre, parce qu'elle l'avait chronométré. C'est le genre de personne qu'est Simone. Elle ne fait pas les choses à moitié. Elle compte ses heures, et elle est fière de chacune d'elles. Nous vivons dans une maison de 3 chambres avec une piscine, que j'ai recarrelée moi-même sur 2 week-ends. Nous conduisons un pick-up de 2016, qui roule très bien, et une berline de 2019 qui a 150 000 km au compteur. Nous ne prenons pas de vacances. Nous économisons. Tout ce que j'ai, je l'ai construit en me présentant au travail, et en faisant les calculs correctement. Beau a 38 ans. Il n'a pas gardé un emploi plus de 5 mois, au cours des 6 dernières années. Il vit dans la suite d'amis de notre mère, Jolène. Il conduit une voiture couverte par l'assurance de Jolène. Il dîne à la table de Jolène, 5 soirs par semaine. Et à chaque fois qu'il détruit quelque chose, ce qui arrive plus souvent que quiconque en dehors de notre famille ne le croirait, Jolène prononce les mêmes 4 mots, il ne l'a pas fait exprès. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Susurro de Reddit. Abonnez-vous et suivez-nous, car cette histoire devient plus sombre, avant de s'arranger. Laissez-moi vous parler de ce schéma récurrent. Quand j'avais 19 ans, j'ai acheté ma première voiture avec 2 étés de salaire gagné dans une scierie. Une berline de 2005, bleu foncé, 196 000 km. Rien de spécial, mais c'était la mienne. Beau l'a emprunté un vendredi, sans me le demander. Il l'a ramené le dimanche matin, avec un rétroviseur fêlé, une bosse au-dessus de la roue arrière, et une tache de bourbon sur le siège arrière. J'ai demandé ce qui s'était passé. Il a dit, détends-toi. Ce n'est qu'une voiture. Jolène a dit qu'il avait heurté une borne de stationnement. Elle a payé 200 € pour la réparation, et m'a dit de couvrir le reste. Le reste s'élevait à 1400 €. J'ai travaillé 6 week-ends supplémentaires pour la payer. Beau n'en a plus jamais parlé. La fois suivante où je l'ai vu, il portait une nouvelle veste que Jolène lui avait achetée. Quand j'avais 26 ans, Simone et moi avons emménagé dans notre premier appartement. Beau est venu nous aider à porter les cartons. À la fin de la journée, notre télévision avait l'écran fissuré, un carton de vaisselle de la grand-mère de Simone était brisé en 1000 morceaux, et la poignée de la porte de la salle de bain ne tenait plus que par une vis. La télé est tombée du diable. La vaisselle était mal emballée. La poignée était déjà lâche. Jolène a appelé Simone ce soir-là, il fait de son mieux, mais il est maladroit. Tu ne peux pas lui en tenir rigueur. Le coût s'élevait à 2100 €. J'ai tout payé. Beau a apporté une bouteille de vin la fois suivante où il est venu, comme si cela réglait la note. Quand Lily avait 3 ans, Beau la tenait dans ses bras lors d'un barbecue familial chez Jolène. Il était sur son téléphone, d'une seule main, et la faisait rebondir sur sa hanche. Elle a glissé. Elle a heurté le bord en béton du patio, et s'est ouvert le front. 4 points de suture aux urgences. Simone tremblait dans la salle d'attente. Lily a hurlé pendant 40 minutes d'affilée. La facture, après l'assurance, s'élevait à 780 €. Beau a dit, les enfants, ça tombe. Jolène a dit, il s'en veut terriblement. Beau était dans un bar le soir même. Je le sais, parce que Tara a posté une photo d'eux, en train de rire, un verre à la main. Horodatage, 22h47. 4 heures après que ma fille de 3 ans ait eu des points de suture. C'est ça le schéma. Beau casse des choses. Jolène lui trouve des excuses. Je paie. Et si je dis quoi que ce soit, Jolène me qualifie de difficile, et me dit que Beau traverse une période compliquée.
Beau traverse une période compliquée depuis 38 ans. Après la fête d'anniversaire, après le départ des invités, alors que Simone grattait le chocolat sur les dalles de pierre, et que Lily était assise sur son lit, tenant la queue en papier déchiré de la sirène à deux mains comme si c'était un animal blessé, je me suis assis dans mon pick-up. Dans l'allée. Et j'ai fait ce que je fais toujours, quand quelque chose ne tourne pas rond. J'ai fait les calculs. J'ai ouvert un tableur sur mon téléphone. J'ai commencé à lister chaque accident dont je me souvenais. Les dates, les articles, les coûts, les conséquences. Je suis remonté 15 ans en arrière. La berline, la vaisselle, les points de suture de Lily. Un moteur de tondeuse à gazon qui avait grippé après que Beau l'ait emprunté pour un après-midi. L'écran d'un ordinateur portable qui s'était fissuré, parce qu'il l'avait posé trop brutalement. Quand j'ai arrêté de taper, le total s'élevait à 43 700 €. 43 700 € de biens que Beau avait détruits, et jamais remplacés. Ce chiffre est resté affiché sur mon écran, et je l'ai fixé pendant un long moment. Ce n'était pas une estimation. Chaque ligne avait une date et un reçu. Mais ce n'est pas le tableur qui m'a brisé. C'est le coup de fil du lendemain matin. Jolène a appelé le dimanche 13 octobre. Elle n'a pas pris de nouvelles de Lily. Elle n'a pas posé de questions sur la fête. Elle n'a pas demandé comment allait Simone, si la pinata pouvait être réparée, ou si Lily avait été contrariée. Elle a dit, tu dois une nouvelle montre à Beau. C'était un bijou de technologie à 950 €, CAD. Ça a coûté plus cher que toute la fête de ta fille. J'ai failli dire quelque chose, mais je me suis arrêté. Pas par politesse. Parce que la phrase qu'elle venait de prononcer, contenait un type de mathématiques très spécifique, que je reconnais dans mon travail. Elle assignait des valeurs en euros. Elle me disait à voix haute, qu'une montre à 950 € valait plus que l'anniversaire de Lily. Et elle n'avait même pas conscience de ce qu'elle venait de faire. C'est le genre d'aveuglement qui ne vient qu'avec des années de pratique. Tu m'entends, CAD? Cette montre contenait ses données de santé, le suivi de son sommeil. Tout. Maman, Lily avait donné un nom à cette pinata. Elle l'avait appelée Pearl. Elle a emporté la queue cassée dans sa chambre, et l'a épinglée sur son tableau de liège. C'était du papier mâché. C'était fait pour être cassé. C'est à ça que servent les pinatas. Pas par un homme de 38 ans, qui l'arrache d'un arbre avant même qu'elle ne puisse essayer de la frapper. Jolène a marqué une pause de 3 secondes. Puis elle a dit, je ne vais pas me disputer pour une pinata. Nous devons parler de la montre. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Puis j'ai raccroché, et je me suis rendu au bureau de l'enregistrement du comté le lendemain matin. C'est là que mon métier m'a sauvé. À la mort de mon père, Franck, il y a 2 ans, il a laissé un bien significatif, une propriété locative commerciale sur Ridgemont Avenue. Un bâtiment à usage mixte de près de 400 mètres carrés, avec 2 locaux commerciaux, et des bureaux au premier étage. Au moment de son décès, la propriété était évaluée à 640 000 €. Le testament de Franck, que j'ai vu signer au bureau de son avocat en juin 2022, stipulait que la propriété serait détenue au nom de Jolène, en tant qu'administratrice fiduciaire. Elle devait être vendue dans les 18 mois, et les bénéfices devaient être partagés à parts égales entre Beau et moi. 50-50e. Environ 320 000 € chacun, avant impôts, frais de clôture, et tout solde hypothécaire en cours. Je n'ai jamais vu le moindre centime. Jolène m'a dit que la propriété était bloquée par l'homologation. Elle m'a dit que les locataires posaient problème. Elle m'a dit que le marché n'était pas encore propice. Je l'ai cru, parce qu'elle était ma mère. Parce que j'étais en deuil. Et parce que j'avais une fille, un travail, et une vie qui réclamaient davantage mon attention, qu'une bataille juridique avec ma propre famille. Le lundi 14 octobre, je suis entré dans le bureau de l'enregistrement du comté, et j'ai demandé l'historique du titre de propriété du bien de Ridgemont Avenue. Cela m'a pris 4 minutes. C'est mon métier. Je sais quel formulaire demander, et comment lire un transfert d'acte de propriété, de la même façon que la plupart des gens lisent un ticket de caisse. La propriété n'était plus au nom de Jolène. Elle avait été transférée à Beau-Larquin via un acte de renonciation, 14 mois plus tôt. Enregistré l'été précédent. Prix du transfert, 1 €. 1 € pour un bâtiment commercial de 640 000 €. Le testament de mon père, mon héritage, l'avenir de ma fille.
Cédé pour le prix d'un café de station-service. J'ai failli refermer le dossier. Ma main était sur le bord de la chemise, et mon pouce appuyait déjà sur l'onglet pour la fermer. Mais la date d'enregistrement m'a arrêté. Je connaissais cette date. C'était le même mois où Jolène m'avait dit qu'elle complétait le compte d'épargne-études de Lily, celui qu'elle et Franck avaient ouvert à sa naissance. Celui sur lequel ils avaient déposé environ 95 € par mois pendant 8 ans. Jolène m'avait appelé ce mois-là et m'avait dit « J'ai mis un petit supplément sur le compte de Lily cette semaine. Ton père aurait voulu ça. » J'ai appelé la banque mardi matin. Le compte était un compte d'épargne conjoint pour mineurs. Jolène figurait comme titulaire adulte du compte. Lily était désignée comme bénéficiaire mineur. J'étais répertorié comme contact parental, ce qui signifiait que je pouvais demander l'historique du compte, mais que je ne pouvais pas contrôler les retraits. Je me suis identifié, et j'ai demandé le relevé complet. La représentante m'a mis en attente pendant 6 minutes. Quand elle a repris la ligne, sa voix était différente. Plus lente. Plus prudente. Monsieur Larquin, ce compte a été fermé il y a 14 mois. Fermé par qui? Par la titulaire adulte du compte. Madame Jolène Larquin. Elle avait toute autorité pour fermer le compte en tant que propriétaire désigné. Le solde à la clôture était de 9 200 €. 8 ans de dépôt mensuel. Le nom de Lily imprimé sur chaque relevé, en tant que bénéficiaire. Les fonds ont été virés sur un compte courant au nom de Beau. Ma mère m'avait appelé la semaine même où elle avait fermé le compte, pour me dire qu'elle ajoutait de l'argent. Elle m'avait menti pendant que le virement était encore en cours de traitement. Je me suis assis dans mon pick-up, sur le parking de la banque, et j'ai appuyé mon front contre le volant. 9 200 €. Pas une fortune, mais c'était l'argent de Lily. C'était 8 ans de dépôt mensuel, 95 € à la fois, plus les modestes intérêts qu'un compte d'épargne rapporte. Accumulés mois après mois, pendant que ma fille grandissait. Passant d'un nourrisson, à une petite fille qui donne des noms à ses pinatas. Chaque euro de cet argent a été envoyé à un homme qui ne peut pas garder un emploi, qui ne peut pas porter un enfant sans le faire tomber, et qui qualifie la destruction de la fête d'anniversaire d'une enfant de 8 ans, d'accident. J'ai failli conduire jusqu'à la maison de Jolène. La voiture était pointée dans cette direction. Mes mains étaient sur le volant. Mais l'image de Lily, tenant cette queue en papier déchiré, m'a arrêté. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a ramassé le morceau, et l'a porté dans sa chambre. C'est ce que je lui ai appris. On ne s'effondre pas. On rassemble ce qui compte, et on le met en lieu sûr. J'avais besoin de faire la même chose, avant de dire un seul mot à qui que ce soit. Le mercredi, j'ai vérifié les inscriptions de privilèges, ou hypothèques, sur la propriété de Ridgemont. Ce que j'ai trouvé faisait passer l'acte de renonciation pour une contravention de stationnement. Beau avait contracté une ligne de crédit commercial de 175 000 €, garantie par la propriété de Ridgemont. La recherche de titres effectuée par le prêteur avait révélé le testament de Franck, et la clause exigeant que la propriété soit vendue au profit des 2 fils. Avant de consentir le prêt, la banque a exigé une décharge écrite de ma part, renonçant à toute réclamation d'héritage. La demande de prêt incluait ce document. Une renonciation à un droit d'héritage, portant mon nom. Elle stipulait que moi, Cad Larquin, je renonçais volontairement à toute réclamation sur la propriété de Ridgemont Avenue, et consentais à la charge financière. Ma signature se trouvait en bas. Sauf que ce n'était pas ma signature. Le EC était mauvais. Le trait descendant était trop raide. L'inclinaison penchait vers la gauche, alors que la mienne penche vers la droite. L'initiale de mon deuxième prénom manquait complètement. Quelqu'un avait falsifié mon nom sur un document légal, et l'avait utilisé pour emprunter 175 000 €, gagés sur le bâtiment de mon père. J'ai failli appeler Beau sur le champ. Mon pouce planait au-dessus de son nom dans mes contacts. Et la colère dans ma poitrine était si lourde, qu'elle ressemblait à un second battement de cœur. Mais ensuite, j'ai regardé la décharge une fois de plus. Le cachet du notaire. La date de dépôt. La ligne du cosignataire. Et elle était là. Jolène Larquin, cosignataire. Enregistré 3 mois après le transfert de propriété. Ce n'était pas Beau agissant seul. Beau n'agit pas seul. Beau ne remplit pas de demande de prêt commercial. Beau ne prend pas de rendez-vous chez le notaire, ne falsifie pas de signature,
et ne dépose pas de documents dans les bureaux du comté. Beau casse des choses, et attend que quelqu'un d'autre règle la paperasse. C'était Jolene. Elle avait orchestré le transfert de propriété, vidé le fonds d'études, falsifié mon nom sur une renonciation légale, et co-signé un prêt de 175 000 € garanti par un bâtiment qui m'appartenait pour moitié. Elle avait fait tout ça, dans la même fenêtre de 3 mois. Elle l'avait fait en me disant que la propriété était en cours d'homologation. Elle l'avait fait en me demandant d'être patient. Elle l'avait fait en m'appelant, pour me dire qu'elle avait mis de l'argent supplémentaire sur le compte de Lily. Ce jeudi et ce vendredi, j'ai monté le dossier, de la même manière que je prépare les évaluations de dommages au travail. Des colonnes propres, des chiffres concrets. Aucune émotion dans le tableur. J'ai récupéré les registres des violations du code du comté, sur la propriété de Ridgemont. Il y avait 11 violations en cours. Fissures dans le mur de fondation. Panneaux électriques non conformes. Infiltration d'eau dans les locaux commerciaux, causant de la moisissure derrière les cloisons sèches. Sortie de secours bloquée par des meubles entreposés. Rampe d'escalier manquante sur l'escalier extérieur. 3 locataires avaient déposé des plaintes pour défaut d'entretien. L'un d'eux avait retenu son loyer. Beau était le propriétaire officiel depuis 14 mois, et n'avait réglé aucun problème. J'ai fait tourner les estimations de réparation, en utilisant le même logiciel que pour les réclamations commerciales au travail. Coût total de l'entretien différé, 94 000 €. Valeur actuelle de la propriété dans son état, moins de 400 000 €. Beau n'avait pas simplement pris le bâtiment. Il avait détruit un quart de million d'euros de valeur, par pure négligence. De la même manière qu'il détruit tout, en y touchant, et en s'en allant. Simone s'est assise avec moi le vendredi soir, après que Lily se soit endormie. Elle a lu chaque document. Chaque page. Elle n'a pas interrompu. Quand elle a terminé la dernière page, elle l'a posée lentement, comme si elle pesait plus lourd que ne devrait le faire du papier. Elle a mis sa main sur la mienne, et a dit, « Depuis combien de temps savais-tu que quelque chose n'allait pas ?» Depuis que l'excuse de l'homologation a dépassé les 12 mois. Je n'avais simplement pas vérifié les registres avant la fête. Elle a hoché la tête. Puis elle a prononcé 3 mots, le fond de Lily. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. C'est la seule fois où l'un de nous a failli craquer, ce soir-là. Simone est la personne qui s'est assise en face de moi, à notre table de cuisine il y a 10 ans, quand nous n'avions que 11 000 € d'économies combinées, et un bébé en route, et qui a dit, nous allons le construire. Et nous l'avons fait. Chaque euro, chaque carreau de cette piscine, chaque bâton peint en or pour une pinata. Elle a construit tout ça à mes côtés, pendant une décennie. Elle ne méritait pas de lire un reçu de virement bancaire, avec le nom de sa fille sur le compte clôturé, et le nom de son beau-frère du côté du bénéficiaire. Si vous avez traversé quelque chose de similaire, vous connaissez ce sentiment. Pas seulement la trahison. Mais les mathématiques derrière. Les mathématiques spécifiques, indéniables, vérifiées par tableur. Si cette histoire vous parle, prenez une seconde et abonnez-vous à Susurro de Reddit. Partagez ceci avec quelqu'un qui a été le membre silencieux de sa famille. Ils comprendront chaque chiffre. 10 jours après la fête d'anniversaire, je suis allé chez Jolene. Mardi 22 octobre. Je n'ai pas amené Simone. Je n'ai pas amené d'avocat. J'ai apporté l'enveloppe Kraft. Jolene a ouvert la porte en souriant. Elle avait préparé du café. Elle s'est assise à la table de la cuisine, a croisé les mains et a dit, « Je suis contente que tu sois prêt à parler de cette histoire de montre. » Beau a été très affecté. J'ai posé le dossier sur la table, et je l'ai ouvert sans dire un mot. J'ai placé l'acte de renonciation sur le dessus. Ensuite, la demande de prêt commercial. Puis la décharge falsifiée portant mon nom. Ensuite, le relevé de clôture du fonds d'études. Et enfin, le reçu du virement bancaire, montrant 9 200 € envoyés sur le compte courant de Beau. Jolene a regardé chaque page. Son sourire n'est pas tombé d'un coup. Il a glissé par étapes, comme de la peinture qui s'écaille sous une chaleur lente. D'abord les coins de sa bouche. Ensuite la lumière dans ses yeux. Enfin, ses mains, qui étaient enroulées autour de sa tasse de café, ont glissé sur ses genoux et y sont restées. « Ton père voulait que l'on prenne soin de Beau, a-t-elle dit doucement. Papa voulait que la propriété soit divisée 50-50e. C'est ce que dit son testament. Tu as déposé un acte de renonciation pour 1 €.
Et tu l'as fait le même mois où tu as vidé le compte d'épargne de ta petite fille. Beau avait des ennuis. Il allait tout perdre. Beau n'a jamais rien eu à perdre, maman. C'est ça le problème. Il a passé 38 ans à casser des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Et toi, tu as passé 38 ans à me dire que ça ne compte pas, j'allais remettre l'argent de Lily. Je t'ai dit que j'avais ajouté un supplément ce mois-là. Tu m'as dit ça pendant que le virement était en cours de traitement. Tu m'as menti au téléphone, pendant que l'argent quittait le compte de ma fille. Jolène a regardé sa tasse de café. Elle a regardé le mur derrière moi. Elle a regardé le réfrigérateur, où une photo de la remise des diplômes de maternelle de Lily était toujours épinglée avec un aimant. Elle a regardé tout dans cette cuisine, sauf moi, et les 5 documents sur sa table. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie, a-t-elle dit. Beau avait besoin d'aide. Il allait se retrouver à la rue. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. N'importe quelle mère falsifierait la signature de son fils, sur un document légal? Je n'ai rien falsifié. Beau s'est occupé de la paperasse. J'ai juste co-signé. La décharge porte mon nom, écrit d'une écriture qui n'est pas la mienne. Tu as co-signé un document que tu savais que je n'avais jamais vu. Tu veux me faire croire que tu ne savais pas que la signature était fausse? J'ai cru Beau, quand il m'a dit que tu étais d'accord. Tu as cru l'homme qui ne peut pas garder un emploi 5 mois. Plus que le fils qui n'a jamais manqué un paiement de quoi que ce soit dans sa vie. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas envoyé de SMS. Tu ne m'as pas demandé de confirmer. Parce que tu savais quelle serait la réponse. La mâchoire de Jolène s'est crispée. Ses mains sont restées sur ses genoux. Le café, intact, devenait froid. Tu avais 30 secondes pour décrocher le téléphone et vérifier, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas le faire. Et puis tu m'as appelé cette même semaine, pour me dire que tu avais mis de l'argent supplémentaire sur le compte de Lily. Pendant que le compte était en train d'être clôturé. Jolène n'a rien dit. Elle a fixé la photo sur le réfrigérateur. Sa poitrine s'est soulevée et abaissée une fois, lentement. Comme si elle essayait de respirer au-delà de quelque chose qui s'était logé dans ses poumons, et qui ne voulait pas bouger. J'ai ramassé le dossier, et je lui ai dit qu'elle avait 2 semaines pour consulter un avocat. Puis je suis parti. La réponse de Jolène n'a pas été de consulter un avocat. Ça a été d'organiser un dîner. Le samedi 2 novembre. Elle a appelé ça, une réunion de famille pour dissiper les malentendus. Elle a invité Beau, Tara, sa sœur Hélène, et moi. Elle a dressé la table avec la belle vaisselle. Le service qu'elle n'utilise que lorsqu'elle gère une situation. Quand il y a une version des faits, sur laquelle elle a besoin que tout le monde s'accorde avant la fin du repas. Elle a préparé un rôti. Elle s'est placée en bout de table. C'était une scène de théâtre. Elle mettait en scène. J'ai apporté le dossier. J'ai aussi amené Porteur, mon voisin d'à côté. Un greffier du comté à la retraite, à qui j'avais demandé de venir en tant que témoin. Porteur s'est assis à l'autre bout de la table, avec un verre d'eau, et n'a rien dit pendant les 20 premières minutes. Beau contrôlait la pièce au début. Il parlait fort. Il était penché en arrière sur sa chaise, un bras passé sur le dossier. Il me regardait comme il le fait toujours, comme si j'étais un problème dont il ne devrait pas avoir à s'occuper. Puis, il a lâché sa phrase. Devant Hélène, devant Porteur, devant Tara, devant Jolène. La voix suffisamment forte, pour que les voisins auraient pu l'entendre à travers les fenêtres fermées. Tu as passé 3 semaines à coller du papier sur un ballon, pour une gamine de 8 ans, qui ne sait même pas à quoi ressemblent de vraies vacances. Ta femme gagne 29 000 € par an à peindre des cadres en macaroni avec les enfants des autres. Tu comptes les centimes pour gagner ta vie. Et tu appelles ça au subvenir aux besoins de ta famille. Papa aurait honte. La pièce n'est pas devenue silencieuse. Elle s'est figée. Hélène a posé sa fourchette lentement, comme si elle la posait pour la dernière fois. Porteur a regardé son verre d'eau, et n'a pas avancé la main pour le prendre. Tara s'est agitée sur sa chaise, et a croisé les bras sur son ventre. Jolène a fermé les yeux, pendant exactement 2 secondes. J'ai compté. Parce que j'ai compté ces tics toute ma vie. Elle ferme les yeux quand Beau dit quelque chose qu'elle sait qu'elle devra nettoyer plus tard. Mais elle ne l'arrête jamais. Elle n'interrompt jamais. Elle ferme juste les yeux, laisse la phrase faire son effet, et attend que la pièce l'absorbe.
Je n'ai pas répondu à cette phrase. Pas encore. J'ai ouvert le dossier. Voici l'acte de renonciation transférant la propriété de papa de Ridgemont à Beau. Enregistré il y a 14 mois. Prix du transfert, 1 euro. Le sourire de Beau est resté figé. Les mains de Jolene sont retournées sur ses genoux. Voici une ligne de crédit commercial de 175 000 euros, garantie par cette propriété. La demande comprend une renonciation d'héritage, avec ma signature falsifiée dessus. Le EC est mauvais. L'inclinaison est mauvaise. Mon initiale du milieu est manquante. Hélène a pris la renonciation. Elle l'a étudiée pendant 10 secondes. Elle avait co-signé le testament original de Franck, en tant que témoin, 6 ans plus tôt. Elle connaissait mon écriture. Elle a regardé Jolene et a dit, « Jo, ce n'est pas sa signature. » J'ai vu sa signature. Ce n'est pas ça. Jolene n'a pas répondu. Ses yeux étaient ouverts maintenant. Ils étaient fixés sur la nappe. Voici le compte d'épargne-études de Lily, ouvert par papa et maman à la naissance de Lily. 8 ans de dépôt mensuel. Fermé il y a 14 mois. Solde, 9 200 euros. Viré sur le compte courant personnel de Beau. La semaine même où maman m'a appelé et m'a dit qu'elle y avait mis de l'argent supplémentaire. Le sourire de Beau a disparu. Ses mains étaient sur la table, puis sous la table, puis agrippées à ses cuisses sous la nappe. Il a repoussé sa chaise. Les pieds ont raclé le parquet, et le son a traversé la pièce comme une lame traînée sur du verre. Il a regardé Jolene. Jolene regardait la nappe. Il a regardé Hélène. Hélène regardait la signature falsifiée. Il a regardé Tara. Tara regardait la porte. Je me suis levé. Laissez-moi être précis, sur ce qui s'est passé ici. Vous avez transféré une propriété de 640 000 euros, pour 1 euro, sans en informer le cohéritier. C'est de la fraude. Vous avez falsifié ma signature sur une décharge légale. Pour garantir une ligne de crédit de 175 000 euros. C'est de la contrefaçon. Vous avez vidé un compte d'épargne portant le nom de votre petite fille, et viré l'argent à un homme de 38 ans. Qui n'a pas gardé un emploi depuis 6 ans. C'est du vol. Vous m'avez dit pendant 14 mois que la propriété était en cours d'homologation, alors que les locataires payaient leur loyer sur le compte de Beau. Mon avocat déposera une plainte pour fraude. Lundi. J'ai déposé un rapport de police pour contrefaçon. Le service des fraudes du prêteur a été avisé, et l'assureur du titre examine l'acte de renonciation en vue d'une annulation. Beau s'est penché en avant. Je ne savais pas que la décharge était falsifiée. Maman m'a dit que tu l'avais signée. Elle a dit que tu étais d'accord. Alors maman a commis un faux en écriture pour ton compte. Et tu as accepté 175 000 euros, et emprunté de l'argent sur un bâtiment que tu n'as jamais possédé légalement dans sa totalité. C'est de la complicité de fraude. Beau a réessayé, plus vite maintenant. On peut s'arranger. On est frères. Je te rembourserai. Je vendrai le bâtiment, et on partagera. Le bâtiment a 11 violations de code en cours. L'entretien différé s'élève à 94 000 euros. Tu as fait chuter la valeur de la propriété de 640 000 euros à moins de 400 000 euros en 14 mois. Tu ne peux pas vendre ce que tu as déjà détruit. Beau a essayé une 3e fois. Sa voix était plus aiguë. Allez, Cad. C'est la famille. On peut trouver une solution sans les avocats. Hélène a parlé pour la 2e fois de la soirée. Elle tenait toujours la décharge falsifiée. Beau, ce n'est pas un désaccord familial. C'est un document légal falsifié. J'ai vu Franck signer ce testament. J'ai vu Cad signer comme témoin. Ce n'est pas son écriture. Je ne peux pas rester assise ici et faire semblant que ça l'est. Beau a regardé Hélène comme si elle l'avait giflé. Tu prends son parti. Tu es censé être neutre. Je ne prends pas parti. Je lis un morceau de papier. Le papier est clair. Jolene a dit, Hélène, s'il te plaît. C'est entre mes fils. Ça a cessé d'être entre tes fils quand tu as co-signé un document falsifié, Jo. Ça, c'est entre toi et un juge. Beau a essayé une 4e fois, en se tournant vers moi. Je vais trouver un travail. Je te rembourserai chaque euro. Donne-moi juste 6 mois. Tu as dit que ma femme peignait des cadres en macaroni.
Tu as dit que papa aurait honte de moi. Laisse-moi te dire ce que papa a réellement laissé derrière lui. Papa a laissé 640 000 € en briques et mortier. Tu les as transformés en 175 000 € de dettes. Et 11 violations du code de la construction. Le seul accident, ici, c'est toi. Le visage de Beau a perdu sa couleur. En partant de son front, et en descendant comme un store qu'on baisse. C'est passé par ses yeux, a retiré toute expression de sa mâchoire, et s'est installé dans son cou. Sa main gauche tremblait contre le bord de la table. Son pied droit tapait le sol selon un rythme saccadé, sans aucun motif. Il a expiré par le nez, produisant un son humide et inachevé, comme quelqu'un qui essaie d'avaler de l'air, et qui s'étouffe avec à la place. Il ne s'est pas levé. Il n'est pas parti. Il est resté assis, fixant la surface de la table entre son assiette et son verre d'eau. Comme si le bois allait s'ouvrir, et lui donner un endroit où aller. Tara s'est levée, sans dire un mot. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle n'a pas regardé Beau. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a ouvert la porte, et l'a laissée ouverte derrière elle. L'air du soir est entré dans la salle à manger, et personne n'a bougé pour la refermer. Jolène s'est levée. Elle a pressé ses deux mains contre sa poitrine. Elle a dit qu'elle n'arrivait plus à respirer. Elle a dit que son cœur s'emballait. Elle a agrippé le bord de la table, ses jointures sont devenues blanches, et elle a dit que quelqu'un appelle une ambulance. Beau m'a pointé du doigt. Tu es en train de la tuer. Regarde ce que tu fais à notre mère. Porteur, toujours assis, a demandé calmement s'il devait appeler le 911. J'ai répondu, appelle-les. Elle nous fait le coup à chaque dispute familiale depuis 2019. Les ambulanciers de l'hôpital du comté l'appellent par son prénom. Les mains de Jolène sont tombées de sa poitrine dans les 40 secondes qui ont suivi. Sa respiration s'est stabilisée. Elle s'est rassise sur sa chaise. La représentation était terminée. Hélène a regardé toute la scène sans bouger. Elle a pris son verre d'eau, a bu une gorgée, et l'a reposé. J'ai regardé Jolène une dernière fois. C'est la dernière fois que je m'assois à cette table. La dernière fois que je réponds à un appel pour savoir ce dont Beau a besoin. La dernière fois que je paie une facture pour quelque chose que Beau a cassé. La dernière fois que j'assume un coût qui n'est pas le mien. Le fonds de Lily est restauré dans son intégralité. Sinon, il sera ajouté à la plainte civile, avec tout le reste. N'appelle pas Simone. Ne viens pas chez moi. N'envoie pas Hélène, ni qui que ce soit d'autre, négocier en ton nom. C'est fini. J'ai ramassé le dossier. J'ai marché jusqu'à mon pick-up. Je l'ai enfermé dans la boîte à gants. Je suis rentré chez moi dans un silence total. Le lundi matin, mon avocat a déposé la plainte pour fraude. L'assureur du titre a ouvert une enquête sur l'acte de renonciation. Le prêteur a gelé la ligne de crédit commercial, en attendant un examen complet. J'ai déposé le rapport de police pour falsification d'un acte juridique. Les enquêteurs n'ont pas pu prouver qui avait physiquement écrit mon nom sur la décharge. Mais les dossiers ont montré que Beau l'avait sciemment soumise au prêteur, après que Jolène ait préparé la paperasse. 3 semaines plus tard, Beau a été convoqué à une audience d'application des codes du comté, pour la propriété de Ridgemont. Il était répertorié comme le propriétaire officiel, et il était tenu de comparaître. L'agent d'audience a lu les 11 infractions à voix haute, une par une, dans une pièce éclairée par des néons, avec des dalles de plafond tachées d'eau. Pendant ce temps, Beau était assis sur une chaise en plastique, les mains à plat sur la table. Monsieur Larquin, quand avez-vous l'intention de réparer la fissure du mur de fondation, sur le côté et de la structure? J'y réfléchis. Le panneau électrique non conforme a été signalé il y a 9 mois. Quel est le statut? J'ai un contact. La sortie de secours du premier étage est bloquée par des meubles entreposés, depuis au moins 6 mois. Quand cela sera-t-il dégagé? Beau n'avait pas de réponse. Il a regardé ses mains. Il a regardé l'agent d'audience. Il a regardé le mur derrière elle. 2 de ses anciens amis étaient dans la salle, pour leurs propres audiences sur des propriétés sans aucun lien. Ils ont observé toute la scène. L'un d'eux a jeté un coup d'œil vers moi, qui était assis dans le public, puis a détourné le regard rapidement. De la manière dont les gens le font, quand ils ont vu quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir. Les répercussions sont arrivées par couches. De la même manière que l'eau trouve les fissures dans le béton.
La ligne de crédit commercial a été mise en défaut de paiement dans les 45 jours. Le prêteur a envoyé des avis de recouvrement à l'adresse de la propriété de Ridgemont et à l'adresse personnelle de Jolene en tant que cosignataire. La propriété a été mise en vente d'urgence, mais les 11 violations de code exigeaient une divulgation complète. 3 acheteurs potentiels se sont retirés après les rapports d'inspection. L'annonce est restée affichée à 389 000 € pendant des mois, sans aucune offre. 11 mois après le dîner, en octobre de l'année suivante, la propriété a finalement été vendue pour 374 000 €. Après déduction du solde du prêt garanti de 175 000 €, de 22 000 € d'hypothèque d'origine restante, de 18 000 € de taxes foncières en retard et d'amende pour violation du code, de 14 600 € de frais de courtage et de clôture, et de 63 200 € de frais juridiques combinés. Le produit net était de 81 200 €. Mon avocat a obtenu un partage ordonné par le tribunal. Ma part de 40 600 € a été déposée dans un nouveau fonds d'études, au nom de Lily. Les 9 200 € du compte vidé de Lily ont été ordonnés d'être restitués séparément, à partir des économies personnelles de Jolene, dans le cadre du règlement civil. Jolene a signé sans comparaître devant le tribunal. Son avocat s'est occupé de tout par courrier. Hélène a cessé de parler à Jolene la semaine suivant le dîner. Elle a dit à un cousin qu'elle avait vu la signature falsifiée de ses propres yeux, et qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. Le cousin l'a dit à 2 autres membres de la famille. En un mois, les appels téléphoniques de Jolene le dimanche sont restés sans réponse. Les voisines de sa rue, qui participaient au club de jardinage de Jolene depuis 6 ans, n'ont discrètement pas renouvelé l'invitation pour la saison printanière. Personne ne lui a dit pourquoi. Personne n'en a eu besoin. Beau a été inculpé d'un chef d'accusation de dépôt en connaissance de cause d'un document falsifié, auprès d'une institution financière. Jolene a été désignée comme codéfendresse dans la plainte civile pour fraude. Elle faisait face à de potentielles accusations d'utilisation abusive de comptes de tutelle, que son avocat a réussi à négocier, pour obtenir un accord de restitution. L'inculpation pénale de Beau a été réduite à un délit mineur, en échange de sa coopération et du paiement de dédommagement. Il a été condamné à payer 1 200 € par mois, pour rembourser le déficit restant du prêt commercial. Son premier paiement a eu 11 jours de retard. Son deuxième n'a pas été effectué du tout. Jolene l'a couvert avec ses économies. C'est ce qu'elle a toujours fait. C'est ce qu'elle fera jusqu'à ce que les économies soient épuisées. Et alors, elle s'assoira dans sa cuisine, et se demandera pourquoi le téléphone ne sonne plus. Beau est retourné vivre dans la chambre d'amis de Jolene de façon permanente. La montre connectée n'a jamais été remplacée. Son assurance automobile a expiré. Parce que Jolene ne pouvait plus payer la prime, avec les recouvrements de prêts qui ruinaient sa cote de crédit. La plupart des soirs, il s'asseyait dans cette chambre d'amis. Les stores à moitié fermés, la télévision diffusant une émission qu'il ne regardait pas. Jolene lui apportait le dîner sur un plateau. Il en mangeait la moitié. Le reste restait sur la table de nuit jusqu'au matin. C'était la vie qu'il s'était construite. Pas par accident. Par répétition. Par 38 ans passés à casser les choses que d'autres personnes avaient fabriquées, en attendant que quelqu'un ramasse les morceaux. Jolene a envoyé une lettre 6 semaines après le dîner, adressée à Cad et à sa famille. 3 phrases manuscrites, j'ai fait ce que je pensais être juste. Ton père aurait compris. J'espère qu'un jour tu comprendras aussi. Je l'ai lu au comptoir de la cuisine, pendant que Lily mangeait des céréales en face de moi. Je l'ai plié en 2, et je l'ai mise dans le bac de recyclage, à côté de la boîte de céréales vide. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez que cette histoire n'a jamais concerné une pinata. Elle n'a jamais concerné une montre connectée. Elle parlait de ce qui arrive, quand on attend d'une personne dans une famille qu'elle construise tout, pendant qu'on permet à une autre personne de tout détruire. Et de la mère qui s'assurait que les calculs soient toujours en faveur du destructeur. Si vous connaissez ce sentiment, abonnez-vous à Susurro de Reddit, et laissez un commentaire. Parlez-moi de la chose que votre famille a cassée, et n'a jamais remplacée. Je les lirai absolument tous. Un samedi matin, au début du printemps, 5 mois après le dîner, et alors que l'affaire judiciaire suivait toujours son cours, je me tenais dans l'arrière-cour, sous le même chêne. J'avais une nouvelle pinata dans les mains. Celle-ci était une tortue de mer. Lily l'avait choisie elle-même, au magasin d'articles de fête. Elle avait passé 4 minutes à hésiter entre la tortue et un dauphin.
Et quand je lui ai demandé pourquoi la tortue, elle m'a répondu, parce que les tortues transportent leur maison sur leur dos. Elle se tenait sur un marchepied à côté de moi, tenant la corde pendant que je la passais dans la boucle, et faisait le nœud autour de la branche. Simone était à la table de patio avec 2 tasses de café. Elle lisait quelque chose sur son téléphone, et souriait à ce que c'était. À travers la fenêtre de la chambre de Lily, je pouvais voir son tableau de liège. Épinglé au centre, entre un dessin de dauphin, et une bande de photos du photomaton du centre commercial, se trouvait la queue turquoise déchirée de la Pinata Sirène. Elle avait demandé à Simone de la garder, le soir de la fête. Elle l'avait épinglée elle-même, le lendemain matin. Elle n'a jamais expliqué pourquoi. Je n'ai jamais demandé. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Elles ont juste besoin de rester là où elles sont. La propriété a été vendue 6 mois après ce matin-là. Le fonds a été restauré 2 mois plus tard. Les tribunaux ont fait leur travail. Mais je n'avais pas besoin que les tribunaux aient terminé, pour pouvoir attacher une corde à une branche. Le chêne était le même. La branche était la même. Mais la corde était attachée plus solidement cette fois. Et l'homme qui l'attachait n'était plus le même homme, qui s'était tenu dans ce jardin, regardant des bonbons s'éparpiller dans la terre, pendant que son frère souriait et haussait les épaules. Beau était déjà dans la chambre d'amis de Jolene à ce moment-là. Store fermé, télévision allumée. Jolene était dans la cuisine, préparant du café pour une seule personne. La propriété n'avait pas encore été vendue. Le fonds n'avait pas encore été restauré. Le dossier était dans mon classeur, 3e tiroir, derrière les déclarations de revenus. Où il resterait, jusqu'à ce que les tribunaux terminent ce que j'avais commencé. La queue de la sirène était épinglée sur le tableau de liège, comme un petit drapeau éclatant, appartenant à une fille, qui avait appris quelque chose lors de son 8e anniversaire. Quelque chose que la plupart des gens n'apprennent que beaucoup plus tard, que certaines choses, une fois cassées, n'ont pas besoin d'être réparées. Elles doivent être conservées. Parce que la fêlure, c'est la preuve que vous étiez là. Et que vous avez choisi de ramasser les morceaux, au lieu de vous en aller. Lily est descendue de son marchepied. Elle a levé les yeux vers la tortue de mer, qui se balançait doucement sur la branche. Elle m'a regardé. Celle-ci ne va pas tomber, n'est-ce pas? J'ai vérifié le nœud. J'ai vérifié la branche. J'ai regardé ma fille. Non, ai-je dit, celle-ci reste.